Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'imaginer quelque chose de simple. Imaginez un homme qui se prépare pour une longue randonnée en montagne. C'est le matin, il est tôt, l'air est frais, le sentier est encore silencieux. Avant de partir, il pose un sac à dos sur ses épaules. Au début, il gère le poids du sac sans problème. Il y a quelques affaires essentielles à l'intérieur, de l'eau, de la nourriture, de l'équipement, rien d'inhabituel. Et l'homme commence à grimper. Et à mesure que les heures passent, le sentier devient de plus en plus raide. L'homme s'adapte naturellement. Son corps compense. Ses muscles s'ajustent. Sa respiration change de rythme, puis un peu plus loin en chemin, sans vraiment s'en rendre compte, notre randonneur commence à ajouter de plus en plus de poids dans son sac. Une pierre par-ci, une autre pierre par-là, une responsabilité, une tension non résolue, une conversation difficile jamais vraiment digérée, une attente acceptée en silence, une pression absorbée à la place de quelqu'un d'autre. Son ascension continue parce que vu de l'extérieur, il avance toujours. C'est souvent comme ça que la pression chronique opère dans le leadership. Ce n'est pas soudain. La pression se construit par accumulation progressive. À un certain moment de cette montée, une question va s'imposer. C'est une question à laquelle il faut réfléchir dans un espace calme après avoir mis de côté le sujet de la performance. Voilà la question. Si personne ne vous regardait, si personne n'attendait rien de vous, qu'est-ce que vous lâcheriez vraiment? Si je vous pose cette question, vous allez sûrement faire une longue pause avant de répondre. Ou même, peut-être, n'allez-vous pas répondre du tout. La question est facile à comprendre, mais elle est difficile à répondre pour une raison bien précise. Il y a certaines choses que nous portons depuis si longtemps que nous ne savons plus distinguer. Nous ne savons plus distinguer ce que nous avons choisi de porter de ce qui est simplement devenu une partie de nous, de notre personnalité. Je veux parler de ces traits de personnalité que nous ne questionnons plus. Bienvenue dans The Forge Conversations, je suis Alain Quadou et voici un podcast consacré au phénomène que j'appelle le drift. Le drift, c'est l'érosion progressive et souvent invisible qui se produit lorsque la pression soutenue devient la norme et que la performance paraît encore intacte. Dans cette série d'épisodes, j'explore chacun des mouvements du cadre Forge. Le cadre Forge, c'est une séquence en 5 parties destinée aux leaders qui veulent reconstruire quelque chose de plus durable que l'endurance et donc qui vise à maintenir leur performance sur le long terme. Dans le premier épisode, nous avons exploré Focus. On a vu comment passer d'un état où l'on réagit au bruit et aux sollicitations de l'environnement sans hiérarchiser vers un état intentionnel. On a vu la discipline de diriger son attention avant que ce soit la pression qui impose nos choix. Aujourd'hui, nous entrons dans le deuxième mouvement, Overcome. Pour commencer, je voudrais clarifier un point important. Quand la plupart des leaders entendent le mot surmonter, ils pensent à la force. Plus d'endurance, plus de discipline, plus de résilience, il faut absorber la pression et passer en force. Ça, c'est un récit dominant dans la culture du leadership. Et c'est vrai que certains défis exigent un effort plus suivi. On a besoin parfois de tolérer l'inconfort ou de rester présent quand, au lieu de ça, on voudrait s'échapper. Il existe pourtant une autre sorte de fardeau pour lequel dépenser plus d'efforts ne résout rien. C'est même un fardeau qui s'alourdit au fur et à mesure qu'on pousse plus fort. Ce fardeau, ce poids qui nous ralentit, c'est le résultat d'accumulations inconscientes. Tout ce qui a été complexe ou difficile par le passé et que vous avez absorbé, intégré, normalisé. Vous l'avez intégré et vous ne l'avez jamais déposé. Imaginez le sac à dos. Au début, vous connaissez chaque pierre, vous vous souvenez de les avoir ramassées une par une, mais après des mois, après des années, le poids devient si familier que vous ne le considérez plus comme un poids. Il est devenu une posture. Il est devenu votre identité. Et puis si quelqu'un vous demande « Pourquoi marchez-vous comme ça ?» Vous le regardez sincèrement perplexe, parce que là où vous êtes, vous ne faites que marcher. On envoie une illustration dans nos organisations quand on entend ça, par exemple. Je suis quelqu'un de fiable, les autres peuvent compter sur moi, je suis quelqu'un de solide, je gère toujours ce qu'il y a à gérer. Ceux qui disent ça ne se plaignent pas. D'ailleurs, ces affirmations sont souvent des motifs de fierté.
C'est précisément pour ça que le sujet est difficile à examiner. Je voudrais maintenant introduire quelque chose que la psychologie comprend depuis des années. C'est quelque chose que la culture d'entreprise est remarquablement lente à intégrer. Ça va nous aider à comprendre l'impact de ces poids qui ont fusionné avec notre personnalité. Les travaux de Roy Baumeister ont introduit un concept qui s'appelle l'épuisement de l'ego. Il disait que le moi fonctionne comme un muscle. Et donc, comme un muscle, il se fatigue. En fait, vous dépensez de l'énergie à passer outre votre état interne, moins il vous reste d'énergie pour tout le reste. C'est le cas par exemple quand vous jouez la compétence alors que vous doutez, ou bien quand vous jouez le calme alors que vous êtes submergé, ou bien quand vous jouez la certitude alors que vous êtes perdu. Aubert et De Gaulle et Jacques sont deux chercheurs français qui ont passé des années à l'intérieur d'organisations vouées à l'excellence. Ils ont donné un nom à ce qui se produit lorsque le processus dure assez longtemps sans interruption. Ils l'ont appelé la brûlure interne. La brûlure interne atteint les leaders qui refusent d'admettre qu'ils ont des limites. Elle atteint ceux qui se sont fixés un idéal extrêmement élevé et qui déploient une énergie maximale, physique, émotionnelle, cognitive, pour l'atteindre. Ils le font année par année, sans jamais se demander s'ils ont un vrai avantage à atteindre cet idéal lui-même. Cette brûlure, elle est graduelle. Elle s'installe dans l'écart entre le moi que vous avez décidé de devoir être et le moi que vous êtes réellement. En plus cet écart se creuse, plus il faut d'énergie pour simplement maintenir une apparence de cohérence à l'extérieur. Pensez à ce que ça signifie pour un leader sous pression chronique. Chaque matin, il reconstruit la version de lui-même qu'il a décidé de devoir être. Chaque réunion exige de tenir cette version en place, quoi qu'il se passe à l'intérieur. Chaque interaction réclame la performance d'un moi qui, à ce stade, n'est peut-être plus tout à fait vrai. À la fin de la journée, ses ressources sont épuisées. La performance de ce moi, ce travail épuisant et particulier, a consommé tout ce qui leur restait d'énergie. C'est une réalité que la neurologie sait mesurer. Le cortex préfrontal, la région responsable du jugement, de l'autorégulation, de la planification à long terme, est extrêmement sensible à l'épuisement énergétique. Quand cette région est épuisée, c'est le moi le plus ancien qui émerge. Il est plus réactif, plus automatique. Cette version du moi fonctionne par schéma plutôt que par intention. Pendant des portions importantes de la journée, le leader qui porte ces charges superflues et lourdes opère depuis une version de lui-même qui ne choisirait pas, si tant est qu'il avait l'énergie de choisir. Je vais vous donner un exemple pour rendre ça un petit peu plus concret. Je pense à Thomas, un manager que j'ai accompagné. 15 ans comme directeur régional dans le secteur industriel, un vrai performeur. Ses résultats constamment élevés. Celui que tout le monde appelait quand une situation devenait réellement difficile. Au moment où il est venu en coaching, ses résultats étaient encore bien au-dessus des objectifs. Il était encore tout à fait disponible et présent à chaque réunion. Il m'a décrit quelque chose qu'il appelait un décalage, un léger délai entre une situation et sa réponse, comme si quelque chose en lui fonctionnait une fraction de seconde en retard. Pour les décisions les plus importantes, il avait commencé à se sentir pour la première fois de sa carrière sincèrement incertain. Dans nos premières conversations, nous avons cartographié ce qu'il portait. Nous avons regardé les pierres dans son sac à dos. La première chose qu'il a identifiée, c'était un rôle qu'il tenait depuis plus de 10 ans. Je suis celui qui ne fait jamais remonter les problèmes. Dans son organisation, il existait une norme culturelle informelle mais puissante. Les dirigeants absorbaient les problèmes avant qu'ils n'atteignent le comité exécutif. Ils résolvaient, ils filtraient, ils géraient. Faire remonter un problème, c'était perçu comme une faiblesse. Thomas avait intériorisé cela si complètement qu'il ne le vivait plus comme une norme culturelle, il le vivait comme une valeur personnelle. Sa réponse automatique à chaque crise était devenue « je gère ça seul, je ne vais pas en référer à la direction ». La deuxième chose, c'était un héritage plus ancien. Son père avait été ingénieur dans une grande entreprise industrielle. Un homme de sa génération qui assimilait sérieux professionnel et retenu émotionnel. Les émotions, la difficulté, c'était de l'ordre du privé. Il arrive au travail pour performer et on traitait le reste seul sur son propre temps. Thomas avait absorbé ce modèle très tôt. Ça lui semblait pas questionnable, c'était biologique. Il croyait sincèrement à un certain niveau que c'était simplement comme ça que fonctionnaient les professionnels sérieux.
Ensemble, ces deux fardeaux, donc la norme organisationnelle et le modèle hérité, consommaient une énorme quantité d'énergie chaque jour. Le décalage qu'il décrivait, c'était le bruit d'un cortex préfrontal épuisé qui essayait de prendre des décisions sans avoir les ressources dont il avait besoin. Thomas n'est pas une exception. Les fardeaux varient, mais la structure est remarquablement constante. Quelque chose a été assigné par une organisation, une culture, une famille, une expérience formatrice, puis ça a été intériorisé si profondément que ça a cessé d'apparaître comme une imposition extérieure pour devenir indissociable de l'identité. Maintenant, ça tourne automatiquement tous les jours en consommant une énergie qui aurait pu être dépensée pour quelque chose qui compte vraiment. Il y a trois schémas qu'on va rencontrer le plus souvent. Le premier, ce sont les attentes héritées, les rôles que d'autres vous ont assignés, souvent tôt dans votre carrière, et que vous avez fini par cesser de questionner pour les habiter, comme s'ils étaient les vôtres. Vous êtes celui qui a les réponses. Vous êtes celui qui reste calme quand les autres ne le sont pas. Vous êtes celui sur qui on peut toujours compter. À un certain moment, c'était des énoncés extérieurs. Et puis ils sont devenus des commandes intérieures. Et maintenant, même quand personne ne le demande, vous continuez à les exécuter automatiquement, au prix de votre épuisement. Et souvent, pour un public qui n'existe même plus. Le deuxième schéma, ce sont les loyautés devenues obsolètes. Ce sont des engagements qui avaient tout leur sens autrefois envers une équipe, un projet, une structure, une version de votre organisation, et qui ne reflètent plus la réalité présente. Le contexte a changé, l'organisation a changé, vous aussi vous avez changé. Et pourtant, vous portez encore le poids émotionnel de ces engagements, parce que les relâcher, ça reviendrait à trahir qui vous avez été. Le troisième schéma, c'est la surresponsabilité permanente, la compulsion sincèrement bien intentionnée d'être celui qui tient le tout ensemble, celui qui absorbe ce que les autres ne peuvent pas porter. À petite dose, c'est du leadership. Sous sa forme chronique, c'est une fuite qui ne se referme jamais. À un moment, vous êtes porté volontaire pour tout porter, puis vous l'avez fait de manière répétée, vous l'avez fait sur la durée, parce que vous aviez perdu la capacité de placer la frontière entre vos responsabilités véritables et la dissolution du soi. Regardons ça sous l'angle de la psychologie maintenant. Si le fait de porter ces fardeaux coûte si cher, peut-on alors se demander pourquoi tout simplement on ne les dépose pas? Aubert et de Goléjac ont décrit un mécanisme qu'ils ont appelé le contrat narcissique. Voilà comment il fonctionne. L'organisation vous envoie des signaux de reconnaissance, des signes visibles de valorisation, des messages qui soulignent que vous appartenez au cercle des excellents, des signes que votre contribution est visible, et on vous récompense pour ça. En retour, vous projetez une version idéale de vous-même, un moi conforme à ce que l'organisation semble vouloir, un moi qui mérite ces signaux. Avec le temps, l'identité de l'individu et l'image idéale que l'organisation se fait de lui vont fusionner. Le leader cesse d'être quelqu'un qui performe bien dans l'organisation. Il devient, à un niveau intérieur, la version de lui que l'organisation attend qu'il soit. Quand cette fusion est complète, relâcher un fardeau n'est plus simplement une décision personnelle. C'est une forme de séparation psychologique. Le leader ne dépose pas seulement une manière de travailler, il se détache de la source de sa propre reconnaissance, du miroir qui, depuis des années, lui dit qui il est. C'est pour cette raison que des leaders intelligents et lucides, des leaders qui sont capables d'articuler avec une parfaite clarté chaque dimension de ce qui les consume, ne parviennent toujours pas à le lâcher. L'information est là, la compréhension est là, la capacité de changer est en principe là. Le contrat narcissique tient malgré tout, parce qu'il offre quelque chose que l'épuisement seul ne peut pas déloger. Il offre une identité. Et que va-t-il se passer le jour où l'entreprise cessera d'envoyer ces messages de valorisation? Il y a une figure qu'Aubert et de Goléjac décrivent aussi. Même vous, vous l'avez peut-être entendu. Vous allez reconnaître des personnes. Il y en a dans toutes les entreprises. Aubert et de Galéjac l'appellent le mort-vivant. C'est le cadre que l'organisation n'élimine pas, mais qu'elle rend peu à peu invisible. Toujours présent, toujours employé, encore techniquement fonctionnel, il est affecté à des rôles qui ne portent plus aucune reconnaissance, aucune visibilité, aucune progression. L'organisation a de fait retiré le contrat. Les signaux d'excellence n'arrivent plus. La première peur
De beaucoup de leaders que j'accompagne, c'est pas l'épuisement. En fait, ils ont peur de devenir ça. Et cette peur, la peur de disparaître du champ de reconnaissance de l'organisation, c'est l'une des forces les plus puissantes qui maintient le sac à dos en place. Poser le fardeau a beau être épuisant, le déposer, porter le fardeau a beau être épuisant, le déposer risque d'enlever le seul miroir qui, depuis des années, leur a confirmé leur valeur. C'est ça le vrai poids à l'intérieur du sac à dos. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Overcome ne consiste pas à se débarrasser de tout ce qui est difficile. D'ailleurs, il y a des défis qui nous renforcent. Ils développent nos capacités, ils approfondissent notre compréhension de ce qui nous constitue. La distinction cruciale, c'est celle-ci. Si j'observe un poids, ce poids crée-t-il encore quelque chose ou ne fait-il que me consumer? Si un défi vous épuise et qu'en même temps il y a derrière une logique de développement, si vous pouvez en percevoir les contours, même au beau milieu du bruit, alors ce fardeau a de la valeur. En revanche, si un schéma vous draine, s'il ne produit rien de neuf, si vous revenez au même cycle à chaque fois et que vous ne survivez uniquement que parce que vous avez oublié de le questionner, alors ce fardeau-là, il doit être mis de côté. Le travail d'Overcome, c'est le développement de ce discernement. Overcome se déroule en plusieurs étapes que je vais vous décrire. La première étape consiste à faire l'inventaire, comme un acte de curiosité. Vous le mènerez sur plusieurs jours. La question pour analyser cet inventaire, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui que vous ne voudriez transmettre à personne? La liste de ce qui est difficile ou de ce dont vous êtes responsable, facile à dresser. Voici une autre question un peu plus tranchante. Qu'est-ce que vous ne voudriez pas transmettre à quelqu'un que vous aimez? Cette question vous permet de discerner. Elle vous demande de positionner les fardeaux en deux catégories. Ce que vous reconnaissez à un certain niveau comme des fardeaux et ce que vous avez peu à peu pris pour de la personnalité, du professionnalisme ou du leadership. La deuxième étape, c'est le retour à l'origine. Pour chaque schéma significatif, vous allez en identifier la source avec une question simple. D'où ça vient, vraiment? Est-ce que c'était un choix délibéré fait en pleine conscience ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez absorbé d'une organisation, d'une culture, d'un mentor, d'un système familial et que vous avez cessé d'examiner parce que c'était devenu automatique? Je pense à une autre dirigeante que j'ai accompagnée en Asie, une femme qui avait passé 12 ans à un poste opérationnel senior à travers toute l'Asie. Elle avait la réputation d'être celle qui pouvait obtenir des résultats dans les conditions impossibles. Et elle portait cette réputation avec une fierté sincère. Lorsque nous avons commencé le retour à l'origine, elle a identifié quelque chose qu'elle n'avait jamais examiné directement. À 32 ans, très tôt dans sa carrière internationale, elle avait été la seule femme d'un comité de direction. Cette équipe était ouvertement sceptique quant à sa présence. Comme elle devait répondre à un environnement qui mettait en doute sa légitimité, elle avait décidé, dans le contexte, de se surpasser et de surpasser chaque doute, de se rendre impossible à écarter. C'était la bonne décision à l'époque. Une adaptation intelligente est nécessaire à une situation réelle. 15 ans plus tard, elle prenait encore cette même décision. Seulement le contexte était complètement différent, avec une équipe complètement différente dans une organisation qui avait cessé de douter d'elle depuis longtemps. Elle performait encore pour un public disparu depuis plus d'une décennie. Quand elle a retracé le schéma jusqu'à son origine et reconnu qu'elle n'avait jamais choisi consciemment de poursuivre, mais qu'il avait simplement euh, constitué quelque chose qui continuait, quelque chose a changé pour elle. Le fardeau a disparu. Les schémas anciens, pourtant, ils ne disparaissent pas vite. Mais pour elle, ça a perdu son caractère automatique. Ce n'était plus une chose imposée, mais un choix. La troisième étape, c'est la libération sélective. Il s'agit de prendre une décision délibérée, de cesser de jouer un schéma. Un seul pour commencer. Thomas a commencé par là. Il a choisi une réunion par semaine où il ne jouerait plus la certitude. Il ne connaîtrait pas la réponse et il le dirait. Sans projeter son habituelle hyperconfiance, il est entré en réunion et la première fois, il m'a dit qu'il avait eu vraiment l'impression de se jeter dans le vide. Et pourtant, rien de catastrophique ne s'est produit. Son équipe a réagi d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ils se sont simplement mis à réfléchir avec lui au lieu d'attendre ses conclusions.
La dynamique a changé. Il avait cessé de jouer une version de la force qui le consumait et il avait créé de l'espace pour que quelque chose de plus authentique puisse opérer. Je voudrais maintenant aborder la dimension à long terme de ce travail. Ce qui entretient beaucoup de ces fardeaux, c'est vraiment difficile à remarquer au départ. Avec le temps, la pression extérieure se met à sonner comme votre propre voix. L'organisation récompense une certaine version de vous. Votre environnement la renforce, la reconnaissance la renforce, et finalement, la pression s'intériorise. Vous n'avez plus le sentiment de répondre à des attentes. Vous avez le sentiment que c'est simplement qui vous êtes. Mais sous cette apparente certitude, il y a souvent la peur. La peur de décevoir, la peur de perdre sa pertinence, la peur de ne plus être reconnu de la même façon. L'alternative est très différente. C'est une manière de travailler qui se ressent comme alignée plutôt qu'imposée, une manière de diriger qui reflète des valeurs que vous avez consciemment choisies plutôt que des schémas absorbés automatiquement sous la pression. Et votre métabolisme, votre corps, sent la différence. Quand vous cessez de dépenser d'énormes quantités d'énergie à jouer une version de vous-même qui ne vous convient plus, une régulation va se mettre en place. La clarté et la récupération s'améliorent. La prise de décision devient moins défensive. Votre système nerveux ne paye plus le coût métabolique constant de l'autosuppression. Le travail à long terme d'Ovocom consiste à bâtir avec votre propre motivation une relation assez honnête pour vous soutenir tout au long de votre carrière. Ça veut dire qu'il faut revenir périodiquement à des questions pour lesquelles la culture de la performance ne prévoit généralement pas de temps. Qu'est-ce que je valorise réellement? Et non qu'est-ce que j'ai été récompensé de valoriser? Quel type de leader je veux être? Et non quel type de leader mon organisation m'a façonné à incarner? Qu'est-ce que je continuerai à faire si personne ne le mesurait? Un leader incapable de répondre à ces questions est un leader dont la source d'énergie est extérieure. Elle est empruntée. Et l'énergie empruntée, elle finit toujours par s'épuiser. Une deuxième solution à long terme est structurelle. C'est la construction délibérée d'une architecture de récupération. Le système nerveux récupère par cycle, par le sommeil, par les pauses, par les moments où la vigilance s'arrête. Malheureusement, beaucoup de leaders perdent peu à peu l'accès à ces états de récupération. La disponibilité devient permanente, le repos paraît improductif. Et avec le temps, le système oublie comment se réinitialiser pleinement. Parfois, ce qui ressemble de l'extérieur à de l'engagement, c'est souvent une dérive progressive qui se déroule au grand jour. La récupération doit redevenir quelque chose d'intentionnel, comme une régulation, comme une partie de l'architecture nécessaire à une performance durable, comme la maintenance des machines dans l'atelier. Pour certains leaders, c'est un temps réellement non structuré, un espace vide où l'esprit a la permission de vagabonder sans agenda. Pour d'autres, c'est une activité physique complètement déconnectée des indicateurs de performance. Et pour d'autres encore, c'est la restauration de relations délaissées pendant des années de pression. Ce qui est commun à tout ça, c'est l'incompatibilité avec le port de ce lourd sac à dos. La récupération exige de le déposer assez longtemps pour que le système restaure ce que la surcharge prolongée a épuisé. La première chose qui revient chez les leaders qui font ce travail, c'est la clarté. Overcome permet le retour d'une qualité de perception que le bruit constant de l'auto-maintenance avait neutralisée. Il revient donc une capacité de lire des situations plus directement alors qu'elles avaient été remplacées pendant des années par la vision déformée que produit la pression chronique. La deuxième chose, c'est un retour d'intérêt sincère pour le travail, la curiosité réelle, l'engagement véritable avec les problèmes, les personnes, les options à prendre. En synthèse, tout ce qui était là initialement avant que la pression ne les transforme en obligation. La troisième chose qui peut surprendre le plus mes interlocuteurs, c'est la récupération de leur propre autorité. L'autorité de position, qui vient d'un titre ou d'une ligne hiérarchique, a toujours été présente. L'autorité dont je parle est différente. C'est l'autorité qui vient du fait d'être réellement présent, de dire ce qu'on pense vraiment, de diriger depuis un lieu qui est, de façon reconnaissable et authentique, le vôtre. Ce n'est plus le lieu de la performance illusoire construit par des années à répondre aux attentes extérieures de l'entreprise. Voilà au fond
ce dont parle Overcome. La récupération d'une relation à soi-même assez honnête et assez ancrée pour soutenir un véritable leadership sur le long terme. Laissez-moi revenir à notre point de départ. Si personne ne vous regardait, si personne n'attendait rien de vous, que déposeriez-vous vraiment? Considérez cette question avec curiosité. Regardez ce qui remonte à la surface dans les jours qui viennent. Les leaders qui tiennent le plus longtemps, qui maintiennent un engagement et une efficacité réelle sur des décennies, ce sont ceux qui ont su être honnêtes à des moments clés sur ce qu'ils devaient déposer. Ils ont la capacité de revenir périodiquement à ce qu'ils portent réellement. Et ils choisissent consciemment ce qui a encore sa place avec eux. Le mouvement Overcome de Forge, c'est une affaire de discernement. Savoir ce qui vous renforce, savoir ce qui ne fait que vous alourdir. Trouvez le courage de bien faire la différence. Dans notre prochain épisode, nous entrons dans le troisième mouvement, Reinvent. Reinvent, c'est un point de rupture. C'est le moment où l'ancien modèle de soi ne convient plus et où quelque chose de neuf attend d'émerger. Nous explorerons ce que cette frontière fait ressentir, ce qui la rend difficile à franchir et ce qui devient possible une fois la frontière franchie. Je suis Alain Quadou, j'ai créé The Forge parce que je crois que ce qui se passe avant l'effondrement mérite autant d'attention que l'effondrement lui-même. Je crois que le drift n'est absolument pas une faiblesse, c'est ce que la pression fait aux êtres humains avec le temps. Je crois que la capacité à le reconnaître tôt porte quelque chose de précieux. La capacité à soutenir non seulement la performance, mais nous-mêmes. Si vous avez reconnu quelque chose de vous dans ce que nous avons exploré aujourd'hui, c'est peut-être là que commence le vrai travail. Et si vous souhaitez explorer à quoi pourrait ressembler un recalibrage dans votre propre contexte, vous me retrouverez sur alaincoadou.com. C'était The Forge Conversations, merci pour votre écoute et à très bientôt.